Et voici le temps de conclure avec Laurent Matt, le témoin, le grand témoin de ce congrès qui sera suivi par les discours de clôture de nos deux présidents, le président de la USP, Lester Hox, et le président de la COP France, Dominique Occard. Laurent, s'il te plaît. Messieurs les présidents, Madame la commissaire, distingués collègues, estimados y estimadas colegas, distinguished colleagues, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Mardi soir, à mon arrivée, Suzanne Bultel me surprend et m'honore en me demandant d'accepter d'être le grand témoin. Témoin de ce congrès que nous avons vécu ensemble. Je me suis d'abord demandé si c'était à cause de ma taille. Puis j'ai croisé Lester Hox et Bill Borgen, et j'ai compris qu'être le grand témoin, ça ne signifiait pas, de toute évidence, être le plus grand des témoins. Ce n'était certainement pas non plus à cause de la grandeur de mon savoir, de mon éloquence, de ma réputation, ou même de mes capacités à témoigner de cette expérience, parce que ce sont des qualités auxquelles je ne saurais honnêtement prétendre qu'elles sont grandes chez moi. La seule chose qui pourrait faire de moi un grand témoin, c'est bien sûr de témoigner pour un grand nombre. C'est d'essayer très humblement de traduire maintenant ce que j'ai capté de ce qui s'est dit, compris, échangé, vécu pendant ces 4 journées. Évidemment, Mme Bultel a eu la finesse de passer par l'entremise de mon ami Michel Turcotte, qui, en plus d'être membre de l'exécutif de la USP, est une personne qui sait cultiver l'art de nous rendre heureux de ne rien lui refuser. Bref, j'ai accepté bien humblement et j'espère me faire le témoin honnête de notre grande rencontre. C'est donc l'heure de faire les valises. Avec quoi repartons-nous? Je vous propose donc cet après-midi mes 5 angles de rétroviseur. Le SIOM comme expérience subjective, le SIOM comme expérience multidimensionnelle, la dimension historique du SIOM, les questions qu'on a traitées au SIOM et les questions auxquelles on n'a pas nécessairement répondu au SIOM. Qu'est-ce qui s'est donc passé pendant ce 60e congrès de l'IUSP, dans cette chaîne de savoir élaboré et partagé, cette extraordinaire concentration de liens tissés entre les idées et entre les personnes? Parlons d'abord de la subjectivité de l'expérience SIOM. Ah, c'est un minuteur, ça c'est charmant. I wish I could speak all languages so each one of you here would feel personally concerned and relate to his or her own experience. Si je pouvais parler toutes les langues, j'aimerais que vous compreniez que le témoignage n'est important que dans la mesure où il se traduit dans votre propre langue, dans votre propre esprit. Ce qui frappe d'abord l'esprit, justement, c'est que ce congrès, c'est tellement plus que ce qui y a été dit. De la même manière que le repas est plus que la nourriture, ou qu'un baiser dure tellement plus longtemps que le contact des lèvres. Beaucoup a été donné avec générosité, avec éloquence, avec rigueur. Le fruit de réflexion, de travaux de longue haleine, de recherches rigoureuses. Nous avons tous goûté l'expression d'une créativité parfois joyeuse, mais parfois aussi la laborieuse réponse à des besoins criants, des situations difficiles, urgentes, voire souffrantes. Ce qui n'est pas vraiment mesurable et dont on ne peut pas vraiment témoigner, même si c'est peut-être à mes yeux ce qui compte le plus, c'est ce qui a été reçu, compris.
C'est l'émotion générée par chaque présentation, la réflexion personnelle suscitée par chaque symposium, la perspective inattendue entrouverte par chaque affiche. C'est le sens de ce que chacun de nous y donnons, la recombinaison d'idées, la confrontation des anciennes avec les nouvelles, de celles avec lesquelles nous sommes d'accord, avec celles qui nous semblent les plus rebutantes. Il y a ce qui se passe devant la salle et que tous peuvent voir et entendre, et il y a ce qui se passe dans la salle, dans le corps et dans l'esprit de l'auditoire. Jacques Limoges nous rappelle souvent que dans une démarche groupale, il y a un axe contenu et un axe dynamique. Ce qui s'est dit pendant ce congrès est d'une grande richesse et d'une grande importance. Ce qui s'est passé l'est peut-être encore plus. Et cela multiplié par le nombre de congressistes que nous sommes, dans toutes les langues et avec toutes les sensibilités. Parlons de la multidimensionnalité de l'expérience du SIOM. Le congrès, ce n'est pas qu'un échange d'idées. Je pense ici au modèle d'expérience multidimensionnelle que Conrad Lecomte m'a permis d'emprunter. Nous avons vécu une expérience physique, corporelle, un confort un peu inégal. J'ai entendu certaines complaintes dans certains locaux, de bons repas, des sièges presque trop confortables, un angle contextuel, ce lieu exceptionnel de Montpellier. Et vous savez, parfois je trouve que les congrès qui ont lieu dans plusieurs endroits dans la ville, c'est un peu ennuyeux parce qu'il faut se déplacer, il faut trouver le chemin et tout. Mais à Montpellier, c'était tellement charmant de se déplacer, et vous êtes d'accord avec moi, j'en suis certain, de se déplacer d'un endroit à l'autre, de voir ces lieux magnifiques de cette ville lumineuse. Et ça fait partie aussi de l'expérience du SIOM. Dimension relationnelle, ces rencontres entre nous, rencontres avec les bénéficiaires de nos services. Et ça, je tiens à remercier les organisateurs du congrès, particulièrement nos jeunes guides au chapeau mémorable. Il y a aussi les chanteurs et les danseurs, et apparemment, il y aura peut-être encore quelque chose. Sur le plan cognitif, évidemment, c'est ce qui frappe le plus, et je vais y revenir évidemment un peu davantage. La minuterie, elle s'est arrêtée en passant. Alors, vous me ferez signe. Mais comme je disais, ce n'est pas seulement ce qui a été dit, c'est aussi ce qui a été compris. Sur le plan affectif, nous avons vécu une foule d'émotions, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai vu surtout des sourires. Il y a des colloques qui sont laborieux. Celui-ci était heureux. Et sur le plan comportemental, mais je vais y revenir un peu plus tard sous l'inspiration de M. Savikas. Alors, pour ces expériences multiples, je tiens à remercier très sincèrement Suzanne Bultel et ses collaborateurs pour un congrès exceptionnel. Il y a évidemment une dimension historique au SIOM. Ce congrès a pris, je pense, une réelle dimension historique, mais pas seulement parce que c'était le 60e de la IOSP. L'orientation se restructure toujours dans les périodes de crise, nous dit d'entrée de jeu M. Ocar. Qui plus est, celle qui se présente arrive dans un environnement liquide, précise Jean Guichard. Et j'ajouterais que certains états d'âme exprimés ici laissent bien voir qu'il ne s'agit pas d'une mer calme. Serons-nous de bons nageurs? De bons navigateurs? La question fondamentale posée par la thématique générale du Congrès annonce clairement que nous approchons d'un point de rupture.
qu'il a peut-être même été atteint et dépassé, que la conception de l'orientation et de son rôle dans l'expérience humaine, individuelle et collective doit être revue, que le positionnement de la profession au sein de l'État ou dans les autres structures où elle s'exerce ne peut plus rester la même. Parce que, comme le dit Jean Guichard, l'orientation, si elle ne change pas, peut mener celles et ceux qu'elle prétend aider à un désespoir social. Le monde a changé. Les conseillers d'orientation, et vous permettrez, j'utilise ce titre-là, qui est celui qu'on utilise au Québec, mais j'inclus, évidemment, j'entends aussi les conseillers d'orientation psychologues, dans leur position médiane entre les personnes et la société, ne peuvent pas faire comme si les parcours, les chemins et les destinations n'avaient pas changé. On n'accompagne pas la personne qui va prendre la mer comme celle qui partait en randonnée sur la terre ferme, surtout quand il n'y a plus de place pour tous dans les bateaux. Nous avons donc abordé beaucoup de questions difficiles, particulièrement difficiles pendant ce congrès. L'orientation, est-ce un droit de l'homme ou du citoyen? Un droit de l'homme et de la femme, évidemment, mais seul ou solidaire? L'orientation, est-ce pour la personne ou pour le marché? L'orientation, est-ce un geste utilitaire ou solidaire? Devant l'indécence de la pauvreté et des inégalités, à quoi sert l'orientation? À la justice sociale ou au contrôle social, demande Peter Plant. On vise une utopie, comme il l'évoque. On envisage de réinventer en quelque sorte l'économie du travail, comme nous invite à y réfléchir M. Guichard. À qui appartient le travail, au fait? À celui qui le produit ou à celui qui le paie? Et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord? Où en est le contrat social que mentionne M. Savikas? L'orientation, est-ce vraiment une liberté? Et pour déformer un peu les paroles de Ponce Pilate, en s'inspirant de Jean-Claude Michéa, mais qu'est-ce que la liberté? On oriente ou on s'oriente? Et comment le fait-on? Des questions difficiles, donc, abordées avec franchise, parfois en proposant des réponses, mais pas toujours. Et parmi les réponses, deux qui me semblent avoir un grand potentiel, cette question dont on a parlé ce matin, d'employabilité, et qu'on pourrait même qualifier d'employabilité durable, et la réflexivité dont on parlait depuis mercredi, et qui nous permet de re-questionner continuellement, mais sereinement, ce qu'on fait, pourquoi on le fait de la façon dont on le fait, et avec quels résultats. Finalement, il y a des questions auxquelles on n'a pas nécessairement répondu au SIOM. Évidemment, je l'ai dit, on a répondu à plusieurs questions, mais est-ce que ça suffit? Qu'arrive-t-il si on n'a pas tous les mêmes réponses? Est-ce un problème? Notre profession peut-elle parler d'une seule voix? Peut-elle se solidariser? Autour de quel leadership? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est convaincu qu'on a raison? D'abord, est-il suffisant d'avoir raison? Une réponse transforme-t-elle la réalité? Quelle distance y a-t-il entre le discours et le geste, et entre le geste et son effet dans la vie de celles et ceux que nous prétendons aider? Une autre question avec laquelle je repars dans mes bagages: qui est responsable de faire changer les choses? On a nommé de nombreux acteurs, on en a entendu, l'État, les organisations, les pouvoirs économiques, mais a-t-on assez parlé des CO ou des COP eux-mêmes? M. Savikas parle d'écrire sa biographie, mais ne s'adresse-t-il pas autant à nous, comme personnes, qu'aux personnes que nous prétendons aider? Il est clair que notre profession a une dimension sociale, même lorsqu'elle cherche à aider les personnes à réaliser leurs aspirations individuelles.
Alors, sommes-nous uniquement des informateurs, des accompagnateurs, des guides? Quand on sait que la situation est problématique, qu'il faut que quelque chose change, quel est le trajet entre la réflexion et le résultat? Établir le point de départ, préciser les objectifs, évaluer nos ressources, trouver nos leviers d'action, identifier, voire accroître notre pouvoir d'agir, bâtir les solidarités nécessaires, créer des alliances. Tout ça, ça signifie développer de façon urgente la capacité stratégique de notre profession. Pas accepter, pas revendiquer, prendre les commandes. Comme chantait Bécaud, « Et maintenant, que vais-je faire ?» J'arrête là. Ah. Reprenant la question qui nous était posée il y a un petit moment, « What is your intention ?» Passons du rétroviseur, c'est bien, au pare-brise. Sinon, on rentre dans un arbre. On peut ramasser ce congrès en une synthèse, mais on peut aussi inversement laisser exploser des rayons d'idées nouvelles, des jets d'action, des expériences nouvelles à tenter, des solidarités nouvelles. Mais avons-nous vécu suffisamment d'inconfort pour décider de changer quelque chose? Nous sommes-nous posé suffisamment de questions pour saisir que c'est de notre responsabilité et celle de personne d'autre d'y apporter des réponses? Avons-nous entendu suffisamment de témoignages pour réaliser l'expertise et le pouvoir d'agir que nous possédons déjà? C'est à nous d'y voir. C'est maintenant qu'il faut le faire et nous pouvons le faire. Merci. Merci. Merci.